quand je suis doublement moi-même, même si être doublement soi-même, c'est un concept qui mériterait qu'on le creuse, hein. Qu'est-ce que c'est qu'Hearthstone FR Stratégie? Et j'ai joué une fois dans ma vie à Counter-Strike, c'est tout. Et je me suis fait buter tout de suite, évidemment. Et il a choisi, et c'était très intelligent, d'adapter une stratégie dite de rouleau compresseur et de désengage systématique. Il faut des mamies dans les, je pense, dans la créativité, avoir des gens parfois qui viennent. Et je trouve que c'est super, et je me suis dit, waouh, ce podcast, il fait tellement podcast. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous parle de créativité et qui vous vend les meilleures assurances. Vous comprendrez ça plus tard. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité du podcast Systemator, David, aka Davido David. Salut. Salut Seb, salut Wesley. Alors, est-ce qu'on dit David ou Davido David? Ou Sir Euh, Davido David? alors, je vais dire que publiquement, on a tendance à dire David de David. D'accord. Ok. Mais est-ce que tu connais l'histoire de David de David? Est-ce que tu sais pourquoi David de David? Non, mais tu vas tout nous raconter maintenant. En fait, mon nom d'acteur, hein, mon nom de scène, ça a toujours été David. En fait, c'était ma marque de fabrique de ne pas avoir de marque de fabrique, hein. Donc dans l'univers gaming, tout le monde se choisit un pseudo un peu sexy, et moi, je m'étais toujours dit: «Ouais, je sais pas, j'ai pas trop envie de», enfin, rien ne me plaisait, et donc j'avais gardé David. Et moult mois plus tard, donc m'appelant toujours David, mon compère de l'époque, Esquilax, lors de nos nombreuses vidéos YouTube, à un moment donné, voilà, se met à rire sur une de mes remarques sur quelque chose que j'avais pu faire. Il dit: «Ah, tu encore fait ton Davido David. Ça, c'est du Davido David», comme tu dirais du Hmm. franco-français ou du belgo-belge, tu vois? Donc quand je suis doublement moi-même, même si être doublement soi-même, c'est un concept qui mériterait qu'on le creuse, hein. Donc quand je suis doublement moi-même, je deviens du Davido David, je suis moi-même. Parfait. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet, quoi. On pourrait en discuter un jour. On te réinvitera pour ça. Mais alors, du coup, tu as commencé à évoquer du gaming, du YouTube. Et il faut savoir que c'est un sujet dont on va pas mal parler aujourd'hui. Mais à la base, toi, tu fais de la gestion de risque, de l'assurance, de la formation en gestion de violence. Et tu es également prof à tes heures perdues. C'est ça, donc moi, à la base, j'ai une formation de ville capitaliste, financier, puisque j'ai fait les HEC belges, en fait, hein, donc économie, finance, enfin bref, tout cela, et j'ai tout de suite commencé ma carrière dans, d'abord d'ailleurs la gestion d'actifs financiers, et c'est vrai que mon métier, c'est la gestion de risque, et dans cette gestion de risque, il y a, un bon 80 de mon temps, peut-être un tout petit peu moins, mais actuellement, c'est 80 de mon temps qui tourne autour des assurances, et 20 du temps qu'il me reste, c'est la formation. Je donne des formations aussi en gestion des risques, notamment pour la médecine du travail, dans la gestion des conflits, la gestion des crises. Tout en étant professeur, mais là, je ne me mets pas dans les 20 de restants, puisque c'est en cours du soir. Mais donc oui, de base, ça n'a rien à voir avec le gaming, absolument rien à voir avec le gaming. Voilà, et en plus de ça, donc tu as une vie de famille, mouvementée avec plusieurs enfants et tout ça, donc tu as ton entreprise, tu es prof, et en plus de ça, tu t'es dit que c'était peut-être pas assez et tu as lancé un projet, il y a quelques années de ça, en 2013, ça s'appelait, Hearthstone FR Stratégie, et tu as notamment monté une web télévision, sur le jeu vidéo. Donc en gros, vous aviez des émissions, 24/24 avec toute une équipe au complet qui assurait tout ça, entre 2014 et 2015. Et en plus de ça, c'était la plus grosse web TV gaming d'Europe, c'est bien ça? Oui, oui, en tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, mais il y avait très peu de web TV, et d'une manière générale, même encore aujourd'hui, il y a pas énormément de web TV. Il y a des individualités qui quand je dis perf, qui font des vues, hein, assez imposantes, mais il y a pas proportionnellement, il y a pas un grand nombre de TV. Ouais, effectivement. Donc en gros, on a des gens qui vont faire des émissions un peu quand ça leur chante, ou alors qui vont se mettre un planning, mais qui vont être tout seuls. Et toi, de ton côté, vous aviez une énorme équipe, en fait. Vous étiez combien? Alors, si on prend
Les équipes au sens large du terme avec les gens qui étaient responsables de la modération. Donc je parle vraiment des 2 équipes réunies, Gamers Origin et HSFR. À un moment donné, j'avais compté qu'on était à plus de 40 personnes. D'accord, OK. Donc c'est un sujet donc qu'on va pas mal, développer aujourd'hui. On va parler un petit peu, de tout ça, comment lancer presque entre guillemets «un projet en parallèle» aussi sérieux, aussi lourd en termes de gestion. Mais avant ça, Wesley, qu'est-ce qu'il faut qu'on rappelle aux auditeurs? Eh bien, on doit rappeler aux auditeurs d'aller, poser 5 étoiles sur leur plateforme, de podcast favorite, que ce soit Apple Podcast ou autre. C'est très important pour la suite de notre émission. Ça nous permet de, confirmer qu'il y a de l'intérêt pour ce qu'on fait et là, en plus, aujourd'hui, c'est le premier épisode avec un invité, donc on passe au niveau supérieur. Donc merci d'aller nous soutenir. Tout à fait et donc on va, partir pour l'interview. C'est parti. Alors c'est parti, donc tu as vu, on a le petit jingle un peu drama, là-dessus. J'espère qu'il te plaît, c'est Wesley qui l'a C'est du composé. fait maison, hein. Ouais. Alors, je trouve que c'est super et je me suis dit: «Waouh, ce podcast, il fait tellement podcast!» Bah, écoute, c'est quand même le but, C'est même, mieux. voilà. Non, non, c'est qualitatif, messieurs, c'est qualitatif. Merci. Je valide, je valide. Merci, merci. Là, on est dans la toute première partie, donc l'idée, c'est de présenter un petit peu ton parcours et qu'est-ce que c'est qu'Hearthstone et faire stratégie. Alors peut-être que Hearthstone, ça parle déjà à certaines personnes. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui. C'était quoi un peu la genèse de ce projet? Qu'est-ce que c'est derrière? Et pourquoi tu as lancé ça, quoi? Alors en fait, Hearthstone est un jeu de cartes digital, donc c'est un équivalent d'un trading card game, mais digital. Donc ce sont des jeux de stratégie basés sur des cartes que l'on acquiert de manière aléatoire. On se fait une collection de cartes et on sélectionne certaines cartes pour constituer son propre jeu et aller affronter des adversaires en duel. Ça, c'est le principe des jeux de cartes. Mais ici, c'est un jeu de cartes digital, donc sur ordinateur, dans un premier temps, qui a été développé par Blizzard. Blizzard, c'est la société notamment qui s'occupe de WoW, World of Warcraft, et qui a décidé justement de réutiliser le lore, l'environnement, l'histoire et les personnages du jeu pour faire leur jeu de cartes. Donc, quand mon associé de l'époque, Esquilax, a eu vent du fait il allait y avoir une bêta accessible au public, tout de suite il s'est dit Blizzard, jeu de cartes, wow, ça va être terrible. Et il a réussi à avoir un accès bêta, donc ça veut dire qu'avant que le jeu soit officiellement sorti, il a pu quand même jouer au jeu. Il a senti que ça allait être génial. Il m'a dit: «Écoute David, il faut absolument que tu viennes me rejoindre parce que tu as plus d'expérience dans les jeux de cartes». Alors que c'est lui qui m'a fait découvrir pas mal de jeux de cartes. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait découvrir quasiment tous les jeux, auxquels j'ai joué. Donc jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de rôle, c'était lui. On va dire que voilà, tout ce qui était console et PC, ça je jouais avant, mais voilà, donc il m'a insufflé une autre partie du gaming, la partie peut-être moins digitale aussi. Et donc il m'a dit: «Il faut vraiment que tu viennes» et je pense qu'il a eu accès au jeu dès le mois d'août 2013 et très vite, quelques semaines après, il me dit: «Écoute, voilà, il faut absolument que tu viennes». Mais je dis: «Écoute, ma femme vient de mettre au monde notre deuxième fils, donc on est un peu sur les rotules, on est fatigué». Il dit: «Écoute, passe quand même voir le jeu». J'ai touché le jeu digital, façon de parler évidemment, et je me suis dit: «Waouh, c'est trop plaisant, c'est trop agréable» et nous avons commencé tout de suite à, nous positionner sur YouTube. Voilà comment l'histoire a commencé et c'est là que Hearthstone FR Strategy est né, HSFR. Donc ça, c'était on était en août 2013, quelque chose comme ça? Je crois que Oui, le jeu était donc voilà, sorti, c'est ça, oui. Mmh. OK et alors pourquoi YouTube, en fait? Est-ce que toi, tu consommais déjà des vidéos? Est-ce que tu connaissais bien cette plateforme? C'est un Alors, monde que tu connaissais? oui, parce qu'à l'époque, il y avait encore la possibilité de choisir entre YouTube et d'autres plateformes. Mais, Dailymotion? comment dis-tu? Dailymotion? Oui, je me souviens plus bien du nom. C'est très significatif. Non, mais à l'époque, il y avait encore une vraie concurrence entre les 2, dans le sens où, voilà, il y avait économiquement, Dailymotion pouvait proposer certaines choses qui étaient intéressantes. Par contre, en termes d'audience, l'écart était très important, donc un choix a dû être fait et le choix était d'aller
d'aller vers les médias qui touchaient le plus de monde justement pour le développement d'audience, pas pour le côté financier, mais pour le développement du projet. D'ailleurs, c'est une réflexion qui a été posée au moment où on a dû streamer, mais ça peut-être qu'on en reparlerait après. Et donc, Esquilax a choisi la plateforme YouTube et de la même manière, nous avons adopté, c'est lui surtout au début qui m'a demandé ce que j'en pensais et il a choisi, et c'était très intelligent, d'adopter une stratégie de rouleau compresseur et de désengage systématique. Ce qui veut dire, grosso modo, qu'il s'est dit, il faut absolument qu'on se positionne. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui font des vidéos sur le même jeu. Il faut absolument qu'on soit hyper présent, hyper pro dès le début, qu'on ne lâche rien, et on tournait à 2 vidéos par jour. Carrément à 2 vidéos par jour. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a permis, il y a un seul concurrent qui nous a un petit peu suivi pendant 2 mois. C'était un étudiant qui s'est retrouvé en examen à un moment donné, donc il n'a plus pu donner autant de contenu. Et quelque part, on a un petit peu profité de l'appel du jeu qui se faisait de plus en plus connaître et du fait que justement, vu le positionnement très rapide, il n'y avait quasiment pas de concurrence. Hmm. Et ça, c'est un élément très important, le timing. Hein, donc là, je veux dire, ça n'a pas été sélectionné. Il y a des études de marché qui se font parfois quand on veut développer un business. Et puis, par moment, on a une idée, on regarde, oh bah tiens, aujourd'hui, il n'y a personne. OK. Et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller ou au contraire, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller? Ouais. Ici, nous, on avait clairement confiance dans le développement du jeu et dans l'intérêt du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les moyens tout de suite, les moyens en termes de temps, tout de suite d'être très présent sur YouTube. Mais du coup, parce que vous avez adopté là, de la façon dont tu nous le racontes, on a l'impression que jour 1, vous avez commencé à faire 2 vidéos par jour. Est-ce que ça s'est passé comme ça en quelque sorte? Ce qui s'est Quasiment, Ah d'accord, ouais, quasiment. d'accord. Donc vous avez tout de suite abordé le projet en fait avec une stratégie, bien définie. Ah mais c'est allé très, très, très vite parce qu'en gros, on faisait nos premières vidéos, donc au mois d'août, au mois de septembre et dès le mois d'octobre, moi j'envisageais déjà de créer de l'événementiel autour du jeu, alors que le jeu était en bêta et j'ai trouvé les moyens d'organiser pour le tout début, première semaine, premier week-end du mois de décembre, les premières compétitions, en bêta qui n'était pas une LAN. Donc j'avais trouvé, c'était la toute première Brussels Cup. Donc les gens venaient les mains dans les poches, poum, 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 d'après l'expression consacrée. Les gens venaient à la compétition les mains dans les poches. Et en fait, donc, on avait réussi à organiser les premiers tournois où toute l'infrastructure était sur place. Donc c'était pas une LAN, tu ne venais pas avec ton matos, tu ne venais pas avec ton PC. Et sur le jeu, alors je te raconte pas, en 2013, sur un jeu en bêta fermée, alors qu'on n'avait pas les outils de streaming actuels, hein, c'est très important. On n'avait pas tout ça, on n'avait pas toutes les applis sur Twitch pour faire des lives avec des montages, avec on avait plusieurs caméras. On avait une caméra sur la salle, on avait caméra caster, on avait caméra main table pour avoir les trombines des joueurs. Donc c'était vraiment du bricolage, c'était des MacGyver du streaming. Mais tout de suite, je me suis dit, il faut mettre la main enfin, il faut mettre la main. C'est pas mettre la main, mais il faut créer. C'est important de créer des événements pour réunir les gens, pour que les gens s'amusent. Et j'ai vraiment eu cette envie dès le début vraiment par plaisir du jeu, de mettre une énergie colossale dans l'événementiel. Et ça a tout de suite marché. Ça a tout de suite marché. Les gens ont répondu hyper rapidement, tellement rapidement que 2 semaines plus tard, on refaisait un événement, puis 2 mois après, on en refaisait encore un. Et les gens étaient très nombreux. On avait plusieurs centaines de participants à chaque événement, alors que le jeu était toujours en bêta fermée. Et donc, c'est vrai qu'on a intégré à la dimension YouTubesque l'événementiel, tout de suite. OK. Donc, quand j'ai tout de suite, c'est au bout de 2 mois et demi. Alors c'est vrai que pour resituer, notamment pour toi Wesley, parce que Wesley n'est pas du tout de ce milieu, hein, je me trompe? Je suis pas un gamer pour dessous, comme je te disais, Seb, l'autre jour. Je me suis arrêté à la PS1 en 2002, quoi. Voilà, ça date un peu, là-dessus Voilà. effectivement. Et j'ai joué une fois dans ma vie à Counter-Strike, c'est tout. Et je me suis fait buter tout de suite, évidemment. Je pense que c'est le rôle de toute personne qui teste ce Counter-Strike un jour. Mais alors pour resituer, effectivement, le streaming, aujourd'hui, lancer un live en 2019, ça paraît, genre tu fais 2 clics sur ton téléphone et c'est bon, quoi.
Et même sur un PC, c'est pareil. Mais à l'époque, Facebook Live, ça n'existait pas. Periscope et Meerkat, qui étaient un peu les premières applications téléphone pour streamer comme ça, n'existaient pas. Heu et donc tu avais 2 choix, soit tu avais l'énorme régie télé, qui coûte, 100 000 balles, pour faire une émission, soit, commençaient à émerger des solutions sur ordinateur. Alors fallait des ordinateurs, qui soient, on va dire, pour du particulier, qui soient quand même assez costauds parce qu'il fallait quand même un gros processeur et cetera. Donc ça demandait quand même pas mal de moyens et en plus de ça, bah, ouais, ça demandait quand même, toute une organisation et donc c'était un petit peu pour resituer le truc et puis, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la LAN aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, une LAN dans le milieu jeux vidéo, c'est vraiment une organisation, super, enfin énorme quoi. Parce que tout le monde amène son matériel, se pose un peu partout, tu as limite des camps qui se montent, parce que les gens dorment sur place et cetera et il y a toute une infrastructure à déployer dans une salle, dans un lieu d'événement. Là, je crois, David, c'était, à l'école 42 que vous aviez fait ça ou c'était ailleurs? Non, 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 Le non, 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 premier. non, 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 l'école 42, ça C'était c'était après? c'était encore bien après, D'accord. c'était beaucoup l'école 42, c'était même trop facile. Non, 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 c'était dans un cybercafé slash, centre de gaming, vraiment un des plus grands centres de gaming de Belgique. D'ailleurs, vraiment, je garde d'excellents souvenirs d'eux, ils sont toujours très actifs et donc ils avaient une culture du jeu forcément et en même temps, ils avaient aussi une culture digitale. Il y avait déjà des infrastructures avec des bonnes machines qui étaient présentes et le tout était d'arriver à organiser, à dupliquer. Donc en gros, on a pu dupliquer le nombre de machines en amenant les machines d'autres sièges de la boîte parce qu'il y avait trois enseignes en Belgique. Et donc, ils ont bien bossé aussi. Donc, on s'est retrouvé avec je pense, 25 ou 40 PC. Et donc, après, toute l'organisation consistait à organiser le turnover, donc les rondes du tournoi, pour que on puisse tenir un agenda de parties super organisé. Mais finalement, c'était suffisant. Avec 25 à 40 machines, tu peux organiser un tournoi de grande ampleur. Mais par contre, tu as intérêt à suivre ta ligne de route de très très près. Et donc, c'était assez sympa parce que comme tout le monde ne compétait, ça veut rien dire, mais bon, tu m'as compris, hein. Tout le monde ne tournoyait pas en parallèle, eh bien, nous organisions aussi des événements ludiques parce que il faut savoir qu'à nos compètes, on a eu des enfants de 7 ans qui sont venus, on a eu des personnes de plus de 60 ans qui sont venues jouer. Waouh! On a même eu un gagnant qui avait 16 ans, on avait vraiment de tout et donc ce qu'on faisait, c'est que, il y avait la possibilité de manger aussi juste, dans le bâtiment, il y avait un restaurant et donc on organisait des événements, donc des concours complètement, délirants. Par exemple, dans Hearthstone, il y avait, enfin dans WoW, il y a des Murlocs, c'est des petites bestioles qui font un cri spécial. Eh bien, il y avait une cinquantaine de personnes qui se mettaient en ligne et la personne qui faisait le plus beau cri de Murloc gagnait la peluche Murloc envoyée par Blizzard. Donc il y avait toute une série de, 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 de jeux, de trucs un peu délirants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait même organisé, quand je disais un événement, c'était une fancifère en fait, hein. C'est-à-dire que il y avait le ticket je viens à l'événement, il y avait le ticket je viens à l'événement et je fais la compète, c'était deux choses différentes. Il y a des gens qui venaient, mais qui ne faisaient pas le tournoi, mais qui venaient s'amuser toute la journée, qui venaient manger un bout, qui participaient aux différents jeux, gagner des peluches, gagner des trucs. Et d'ailleurs, on avait même créé notre boutique déjà à cette époque-là. Donc, au bout de 2 mois et demi, on avait déjà nos boutiques et on vendait déjà les premiers t-shirts HSFR euh, qui ont été créés pour l'occasion. Donc, quand je parle d'événementiel, voilà, il y avait une vraie approche globale. Il fallait que ce soit un moment ludique pour toute la famille D'accord. et pas uniquement un rassemblement de compétiteurs. Ouais, donc vous avez vraiment une approche, hyper pro, hyper carrée dès le début. Hem et est-ce que selon toi l'événementiel, c'était un peu votre fer de lance finalement, ce qui vous a propulsé, au top niveau en quelque sorte? Euh, je ne sais pas. Je pense que ce qui nous a propulsés, c'était YouTube avant tout. Maintenant, ce qui est certain, c'est que au niveau de l'événementiel, je pense que ça a clairement donné le ton, puisque tout ce qui a été fait sur Hearthstone depuis lors, ben, c'est inspiré de ce qu'on a fait à l'époque, évidemment, hein. Puisque grosso modo, encore aujourd'hui, on n'a plus rien réinventé à ce niveau-là, puisqu'il y a
Il n'y avait pas besoin d'inventer. Moi, par contre, comme je l'avais dit, ce que je voulais, c'est que l'événement ne soit pas simplement une compétition, mais puisse intéresser plus de monde, également pour que ce soit plus intéressant pour nos partenaires. C'est-à-dire que j'avais intégré le fait que quand on organise un événement, on peut avoir des prestataires que l'on paye et puis c'est tout. Mais on peut aussi avoir des partenaires qui organisent l'événement avec nous et pour qui, par exemple, ici en l'occurrence, s'ils ont leur propre restaurant attenant à leur commerce, eh bien, c'est d'autant plus intéressant pour tout le monde, pour eux et pour les gens qui sont sur place, évidemment, d'organiser un événement qui donnera envie de rester sur place, de manger un petit bout en famille, etc., etc. Et donc, on a toujours essayé de réfléchir dans ce sens-là. C'était vraiment de se dire, créons un événement qui soit rentable déjà, pour toutes les personnes qui le font, parce que si quelque chose n'est pas rentable, ben, au bout de la deuxième fois, malheureusement, on va devoir arrêter. Donc au moins que personne ne perde de l'argent dans l'opération, et si possible, c'était comme ça qu'on le pensait, que nos partenaires gagnent quand même un petit peu d'argent. Ok. Voilà. Le but, évidemment, n'est pas de gagner des sommes astronomiques, parce que ce sera un secret pour personne. Gagner des grosses sommes en faisant de l'événementiel dans le gaming, ce n'est pas évident, surtout quand on se lance, hein. C'est très complexe. Et surtout qu'à l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas vraiment de sponsoring. C'était encore tout nouveau. Le seul sponsoring qu'on avait à chaque fois Blizzard a joué les jeux, c'était extrêmement sympathique de leur part. Et ils nous donnaient par contre beaucoup de goodies. Donc toutes les personnes qui revenaient repartaient avec un petit lot, hein, de petits cadeaux, etc. Et on avait des choses à faire gagner, de nombreuses choses à faire gagner pendant la journée. Mais on n'avait pas encore de sponsor comme tu peux avoir aujourd'hui, événements sponsorisés par telle et telle marque. Ça, c'est venu après. Tu as eu un modèle qui t'a inspiré ou quelqu'un que tu connais qui a fait ce genre de choses ou un univers qui Non. t'a inspiré particulier ou tu as tout brodé Non, d'ailleurs, je me suis fait passer pour un gros noob parce qu'il y a des gens qui venaient me trouver en me disant: «Ouais, vous êtes un peu les nouveaux Ponfétude, vous allez faire un Aero de Squid». C'est qui ces mecs? Je connaissais pas Ponfétude, alors que j'allais aller travailler avec et pour eux quelques mois plus tard. Donc moi, j'étais, Alors juste pour resituer, pour Fétude, c'était un peu, les personnes qui ont lancé ce qu'on appelle, le sport électronique en France, qui l'ont médiatisé pour la première fois, qu'ils ont utilisé YouTube justement pour se faire connaître là-dessus et à l'époque, c'était, les méga références quoi en ah France, quoi. mais je pense que ce sont des entrepreneurs effectivement, de génie. Ils ont une histoire un peu particulière évidemment qui les a amenés à faire ça. On ne fait pas ça, enfin la plupart des gens ne font pas ça, comme ça un matin en se levant. Il y a toute une série de circonstances, mais je pense que Ponfétude sont clairement, enfin je crois, hein, sont pour moi les pionniers. Je veux dire si en francophonie, je crois que c'est vraiment eux qui ont rendu, les rêves possibles. Et d'ailleurs, Esquilax suivait Ponfétude sur StarCraft. Et je sais que lui a été, en tout cas, l'envie de créer une chaîne YouTube vient de ce que faisait Ponfétude. Lui a eu ce modèle en fait, de là-dessus, de ces Ponfétudes qui avaient déjà développé, quelque chose sur YouTube et toi finalement tu es arrivé avec ce regard un peu neuf, dans ce Oui, milieu où, heu totalement vierge d'influence extérieure. et selon toi voilà, c'est quelque chose qui t'a été bénéfique du coup? Mais je pense, oui, je pense que quand tu développes un projet, c'est toujours bon de se dire: «Qu'est-ce qui existe aujourd'hui?» parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue, et puis c'est aussi intéressant de se dire: «OK, à partir de ce qui existe, on peut gagner du temps en apprentissage pour ne pas, entre guillemets, pour essayer de réutiliser ce qui est réutilisable». Mais d'un autre côté, chaque fois qu'on est influencé par quelque chose d'existant, on a le risque de, de se limiter, même partiellement, par rapport à ce qu'on pourrait faire. Bien sûr qu'on va dire: «Non, non, moi j'ai repris tel projet, mais regarde, je l'ai amélioré, j'ai rajouté ceci et cela». Oui, mais je suis convaincu que quand on s'inspire de quelque chose, il doit y avoir un mécanisme qui fait que, hem, on cloisonne les choses, hem et donc c'est bien d'avoir des partenaires parfois qui sont pas du tout influencés par le secteur, voire même qui viennent d'un secteur très différent et qui vont vous dire: «Mais les gars, vous avez pas pensé au popcorn? Le popcorn? Mais ouais, faut rajouter du popcorn. Ah ouais, maintenant que tu le dis, oui, faut rajouter du popcorn. Ouais, voilà, et des chats. Faut mettre des chats partout. Ah ben OK, on va mettre des chats partout». Et alors Wesley du coup, toi est-ce que c'est quelque chose que tu retrouverais, tu te dis là dans la musique, dans ce que tu fais?
Exactement. Alors, bah, ce que partage David, là, la dernière chose que tu as partagé, David, la question de l'angle nouveau, du regard neuf sur une discipline établie. Moi, en l'occurrence, quand je me suis lancé dans la musique, bah, j'y connaissais pas grand-chose, voire rien du tout. Je ne jouais pas d'un instrument, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai commencé à composer de la musique électronique avec mon ordinateur. J'ai commencé un petit peu à tâtonner à droite, à gauche, à regarder des tutoriels. Et, et voilà, en ce moment, j'enregistre pas mal en studio avec d'autres musiciens. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a chacun notre set de compétences et ça se complète. C'est-à-dire qu'il va y avoir celui qui est euh, très très talentueux pour chanter, pour toucher à plusieurs instruments, mais par contre qui va avoir du mal à monter un morceau, à mixer un morceau. Et moi, c'est justement ma compétence. Et puis, c'est aussi pouvoir trouver des idées de mélodie, pardon, sans partir d'une structure et de ce qu'on appelle la music theory, la théorie de la musique. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche différente, atypique sur les choses. Je trouve que on peut l'utiliser comme un avantage concurrentiel, clairement. Mais ce que tu viens de dire me paraît important, avantage concurrentiel, c'est ça parce que inévitablement, chaque époque, alors combien de temps durent les époques, je sais pas, j'ai l'impression par exemple qu'à l'ère du digital, on a des époques qui durent 2 3 ans hein, actuellement. Hein. Ça va très très vite, hein, c'est très rapide. Mais on va avoir une époque, une ambiance, hein, on va dire ça comme ça, et dans cette ambiance, qu'on le veuille ou non, même de manière passive ou inconsciente, on est un peu influencé par les sons, par les musiques, par les images, par la manière de présenter les choses, qu'on le veuille ou non. Je pense que voilà, c'est très difficile de faire abstraction de cette imprégnation qui se fait malgré nous. Et donc, c'est bien parfois justement de se dire oui, oui, mais voilà, j'arrive à prendre un maximum de recul par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et une des armes idéales, c'est justement la personne qui est pas du tout influencée, pas du tout influencée par ce qui se fait à un moment donné. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir, voilà, simplement demander son avis à sa mamie. Tiens, voilà, tu demandes à mamie, tiens mamie, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu, c'est un peu ça. Mamie n'est pas trop influencée. Mais c'est une métaphore la mamie, mais il faut des mamies dans les je pense dans la créativité, avoir des gens parfois qui viennent, surtout quand on a ruminé son sujet, qu'on a potassé son sujet pendant très longtemps, avoir quelqu'un justement qui a pas du tout le nez dans le guidon, ça peut être très, très, très fort. Ouais, il y a un entrepreneur à succès qu'on connaît tous, qui s'appelle Elon Musk, qui utilise ça à merveille. Non pas qu'il recrute des mamies pour faire décoller des fusées, mais il part de ce qu'on appelle les first principles, les premiers principes. Et par exemple, pour concevoir la voiture Tesla, il a fait appel à des ingénieurs qui n'étaient pas issus du secteur automobile pour justement concevoir une voiture en partant des principes de physique et de mécanique euh, de base, vraiment repartir à la source, plutôt que euh, se baser sur les schémas déjà existants qui permettaient de concevoir les voitures juste avant que Tesla ne naisse. Donc c'est très intéressant de changer son fusil d'épaule. Sur ce que tu as dit par rapport à ça, moi en ce moment je vis un peu la même chose sur le projet que j'ai lancé sur la chaîne YouTube iTel FR. On est à peu près 25 sur le projet et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus parce que euh, j'ai j'applique un peu le même principe que tu nous racontes ici, David, c'est-à-dire essayer d'arriver avec un regard neuf et mixer. Alors moi, j'ai plus l'habitude de regarder dans plein d'univers différents et d'aller chercher des choses qui ont rien à voir avec l'univers dans lequel je travaille. Et ça marche plutôt bien. Mais là où souvent je me heurte à quelque chose, c'est au reste de l'équipe parce que effectivement, tu arrives avec des idées nouvelles, tu essaies de motiver les troupes. Alors des fois, les gens trouvent ça génial et des fois, ils ont l'impression que tu es complètement à côté de la plaque, à côté de ce qui se fait. Euh, et au-delà de ça, parfois un petit peu du mal à les inviter à sortir un peu des sentiers battus et à penser des idées autrement, d'aller chercher des idées un peu à droite à gauche. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as eu du mal là-dessus, à amener un petit peu les autres dans le même,
le même schéma de réflexion de pensée à ce niveau-là ou est-ce que ça s'est fait différemment de ton côté? Oui. Alors oui, et c'est quelque chose qui est lié à la nature humaine. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que pour une nouveauté proposée, on peut en avoir peur et à juste titre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on propose un regard nouveau ou une idée nouvelle qu'elle est forcément bonne. C'est pas non plus parce que quelqu'un propose une idée qu'il a pu anticiper les conséquences indirectes de l'apport de cette idée dans le projet. Donc, que les gens parfois soient réticents, je trouve que c'est normal. C'est normal parce que il y a beaucoup d'idées, elles ne sont pas toutes bonnes. Et parfois, on pense avoir une bonne idée, cette bonne idée va créer un golem. Et puis, quand le golem va tout péter dans le village, ça va être moins cool. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire essayer d'anticiper. Donc, l'idée peut paraître cool à court terme, mais il faut être capable aussi d'anticiper les différentes conséquences. Donc, déjà, de base, c'est vrai que quand on amène une idée sur la table, c'est normal qu'elle ne soit pas systématiquement approuvée. Deuxièmement, il y a tout le volet réaction humaine. C'est-à-dire que dès qu'un projet prend forme ou bien a été imaginé ou validé dans l'esprit des gens, il faut savoir que, enfin, moi je pense en tout cas que beaucoup de gens ont une représentation mentale de leur réalité et donc de leur avenir et de leur projet qui est relativement figée la plupart du temps. Alors même si on se dit oui, oui, ça va évoluer, oui, oui, mais ça va évoluer. L'image qu'on en a n'est pas une image évolutive. Et donc, quand on vient avec une idée, avec un projet qui remet cette image en question, je pense que dans le cerveau de la plupart des êtres humains qui vivent sur Terre, il y a une crispation instantanée qui se fait. Et attends, ça correspond pas à ce que j'avais validé dans ma tête. Zut, tu es en train de me dire que je dois encore dévalider et repartir sur autre chose. Mais moi, j'aimais bien l'idée qu'on avait en tête jusqu'à il y a 5 minutes. Donc ça, je pense que c'est un facteur humain très important. Et à cela, on va rajouter le classique peur, les peurs classiques. C'est-à-dire peur de contrôle du projet, peur de oui, mais moi j'avais mon idée, oui, mais c'est moi qui avais apporté la dernière idée, c'était bien parce que j'ai été valorisé dans le projet en ayant apporté la dernière idée. On prend un peu ma place de. Et donc, on en arrive à la grande difficulté de tout projet, la gestion de l'humain. Et ça, c'est pas évident. Donc l'innovation, c'est très important. C'est normal qu'elle soit contrôlée, mais il faut savoir qu'elle va faire peur à la plupart des gens pour des raisons qu'on vient d'évoquer, des bonnes et des mauvaises raisons. Mais une chose est certaine, c'est que si tu as un partenaire, c'est une chose. Ça peut déjà poser des problèmes dans le sens où on peut déjà se retrouver dans des situations de blocage. Mais la grande démocratie pour la prise de décision, c'est un système qui ne fonctionne pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, hein. Donc prendre des décisions à 47, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et ça, par contre, c'est une autre réflexion. Ouais. Et du coup, ça m'amène à essayer de compléter un peu ce sujet de la peur. À partir du moment où on commence à avoir un succès, un petit succès, ou qu'on commence à avoir des acquis dans son projet, vient quelque chose qu'on n'avait pas au début, à savoir la peur de perdre quelque chose finalement, et de se dire: «Ah ouais, mais là j'ai réussi à construire un truc, donc je pourrais continuer comme je suis en train de faire là». Exemple typique sur YouTube où tu as des personnes qui vont monter rapidement parce qu'ils ont trouvé le bon concept, que ça fait des vues, que ça fonctionne bien, et ils pourraient se dire: «Bon, bah, puisque ça fonctionne, je vais, user, et ronger la corde jusqu'à que enfin voilà, au maximum que je peux». Mais derrière, il y a peut-être moins de prise de risque, il y a moins de créativité là-dessus. Est-ce que toi, c'est quelque chose, auquel vous avez peut-être fait face dans votre projet? Oui. Comment ça se passe? Oui, 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 parce que donc au sein de l'équipe qui est devenue HSFR, où on était essentiellement deux, allez, on va dire 2 à 4 à se décider, euh, on avait des tempéraments fort différents par rapport justement au risque et par rapport à l'enjeu qui avait été mis dans le projet. C'est-à-dire que à un moment donné, tant que nous étions en ascension, mais en restant des amateurs, bah, il n'y avait pas tellement de problèmes, dans le sens où c'est vrai que j'avais amené pas mal d'idées de développement de business. Donc, par exemple, la web TV, j'en ai parlé assez vite. Hein, je On va pense y que revenir, je pense, après. voilà, j'en avais parlé très très vite. Très vite, je me suis dit, ah, il nous faut une TV. Et puis, très vite, je me suis dit, il nous faut un média globalisé. Il nous faut un média globalisé. Il nous faut une entreprise globale.
Ça, c'est une réflexion que j'avais eue, mais au bout de quelques mois déjà. Je me suis dit: «Si on veut percer, si on veut pouvoir tenir, c'est pas juste une TV, c'est pas juste de l'événement, c'est un projet global». On pourra en parler après et là, par contre, effectivement, oui, mais tu te rends pas compte, c'est compliqué. Oui, mais il faudra qu'on fasse ça après. Oui, mais il faut l'énergie pour ça et peur de perdre certains acquis. Peur de perdre certains acquis et moi, j'ai même pu voir une quasi forme de paranoïa chez certains de mes partenaires qui, à un moment donné, passés en mode, ultra, défensif, par rapport à tout et tout le monde, même par rapport aux partenaires historiques d'HSFR, où tout acte pouvait être vu comme un acte de trahison ou de débauchage de la concurrence et donc là, c'était clairement des attitudes qui étaient poussées par la peur, comme tu le disais, de perdre les acquis. Hein, de la même manière, modifier les émissions, modifier le contenu de la chaîne YouTube, oui mais ça marchait bien comme ça et cetera et cetera. Donc on était en plein dans ce que tu disais. C'est quelque chose qu'on a pleinement vécu. En fait, c'est un peu ce truc où, bah, quand tu pas connu, tout le monde s'en tape un peu de toi, quoi. Personne te connaît, personne te Tu n'as rien à sollicite perdre, hein. et puis au final, au bout d'un moment, quand tu deviens le numéro un dans ton domaine, bah, tout le monde te sollicite, tout le monde vient te voir, tout le monde te demande plein de trucs et forcément, tu vraiment en même temps, le centre d'attention numéro un, mais tu es aussi la cible numéro un, des gens qui, soit veulent ta place, soit veulent ton mal, ce genre de choses, quoi. C'est ça, tu es l'homme à abattre aussi, Ouais, hein. voilà. Donc non, non, mais c'est vrai que ça peut mettre certaines personnes en stress dès lors qu'on s'accroche au projet. Alors, parfois, quand on entend parler de certains scandales fiscaux ou financiers ou n'importe quoi, où on se dit: «Mais enfin, comment est-ce que cette entreprise familiale qui était stable depuis 30 ans ou comment cette start-up, où il y avait une tellement bonne ambiance, a pu plonger parce qu'il y a eu tel et tels actes, mais complètement déraisonnables qui ont été posés», la plupart du temps, les actes déraisonnables, heu, alors à contrario de centaines d'actes très réfléchis et même brillants. On se dit: «Mais comment ont-ils pu poser ces actes-là?» Souvent, par la peur. Mmh, mmh. Les gens à un moment donné se disent: «J'ai peur d'eux et quelque part je vais déroger à mes principes parce que je suis dans une situation particulière, il faut que je fasse telle ou telle chose», alors que c'est pas nécessairement vrai et donc la gestion de la peur dans le développement de projet, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Tout à fait. Rapidement, à partir du moment où, enfin, en fait, quand est-ce que l'opportunité de générer des revenus s'est présentée? Quel moment tu as vraiment eu un déclic? Tu t'es dit: «Ouais, en fait, ce qu'on est en train de faire, ça peut être un vrai projet, ça peut être un vrai projet, professionnel, en fait» et quand est-ce que vous avez Hem, lancé tout ça, quoi, toute la machine? une un peu moins d'un an après. D'accord. Un peu moins d'un an après, parce que comme mon métier, c'est la finance, à un moment donné, je me suis un petit peu amusé à faire un business plan du business model que j'imaginais, du business model intégré. Bon, première constatation, c'est évidemment dans ce milieu, pour que tu puisses gagner ta vie, tu ne peux pas t'en sortir, surtout quand tu as sélectionné uniquement le cast FR, même si on faisait des très bonnes vues, même au niveau international, hein. On était dans le top 3, top 5 mondial en permanence. Donc c'est pas, ça restait très bon. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de gagner sa vie en cumulant les différentes sources de revenus liées à ce type d'activité. Donc le YouTubing, le streaming, l'événementiel, forcément tout le sponsoring qui allait avec les différents événements et les différents types d'événementiels, puisqu'il y avait de l'événementiel IRL, donc physique, hein, où les gens se déplaçaient réellement, il y avait de l'événementiel online aussi. Et à ça est venu s'ajouter, mais bien après, les équipes e-sport, où là aussi, il y a moyen de générer, de la marge. Et quand on met tout ça bout à bout, je me suis dit: «Là, il y a moyen d'avoir un projet d'entreprise professionnel». Professionnel égale je gagne ma vie. Professionnel ne veut pas dire qualité de professionnel, hein. On peut avoir une TV amateur comme voilà, j'ai lancé la Spark TV avec toute une série de collègues, hein, au mois d'avril. Cette TV ne se veut pas professionnelle dans le sens où personne, pour le moment, n'envisage de gagner sa vie avec cette TV. Donc c'est une TV qui en termes de qualité de production, fait du très bon travail, mais amateur dans le sens où c'est une qualité secondaire, C'est vrai qu'on hein. a tendance souvent un peu à mélanger un peu les 2, à se dire: Oui, «Ouais, hein. je fais du travail professionnel», mais en fait, voilà, le seul facteur qui permet vraiment de définir si c'est professionnel ou pas, c'est pas la qualité, malheureusement, mais c'est oui, est-ce que tu manges avec ça? Est-ce que tu achètes tes pâtes avec, quoi?
Voilà et alors moi si tu me permets une petite incise par rapport à ça, je sais qu'on est dans on est dans un courant de pensée que je trouve très sain, où on a beaucoup de vidéos, de podcasts sur YouTube, sur Facebook, de justement de jeunes, ou de relativement jeunes qui mettent en avant les mérites de l'entrepreneuriat, les mérites de la volonté de créer, d'imaginer. Je trouve ça fabuleux. C'est des choses qui n'existaient pas du tout quand moi j'avais 15 ans, par exemple, et on n'en parlait tout simplement pas. Mais c'est génial. À côté de ça, il y a certaines réalités économiques qui sont peut-être un petit peu enfin en tout cas qui, je vais dire un petit peu, diminuées, amoindries. C'est-à-dire que quand on me dit: «Je suis professionnel», oui, qu'est-ce que tu fais? Bah, je génère 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. Moi, j'appelle ça de l'argent de poche. Je veux dire, quand tu te lances dans une activité, être professionnel adulte, hein, parce que ce que tu vis, c'est adulte, hein, Mmh. bah, tu dois te dire: «Je dois pouvoir m'acheter une maison, je dois pouvoir m'acheter une voiture, je dois pouvoir faire, vivre ma femme et mes enfants». Donc, quand tu te dis: «Je suis un professionnel», ben, un professionnel en tant qu'indépendant ou auto-entrepreneur, ça doit générer entre 5 et 10 000 € par mois pour être viable. Hein, surtout quand ton activité, tu ne sais pas du tout si tu as un fonds de commerce qui est revendable. Tu ne sais pas non plus quelle va être la durée de vie, quel va être le cycle de vie de ton activité. Passer professionnel, ça veut dire: «Je gagne suffisamment aujourd'hui pour vraiment faire face à tous les coûts de la vie normale d'un adulte». Hein, donc, parce que si ça ne suffit pas, va venir un moment où on va se dire: «Zut, je vais arrêter ça parce que je ne sais pas me payer un logement, parce que je ne sais pas, avoir d'enfants, je ne gagne pas assez pour pouvoir leur donner à manger» et cetera et cetera, et c'est ça que beaucoup de jeunes, sous-estiment. C'est que, gagner des sous, même gagner assez bien de sous avec notamment le gaming, ce n'est pas nécessairement être professionnel, même s'ils y passent le temps de professionnel. J'espère que tu as suivi la petite nuance. Mmh, mmh mh. Ouais, c'est ça, c'est que tu as beau y passer du temps, c'est pas pour autant ça te fait pas manger, ça voilà. Mais Au début, voilà. ça fonctionne pas, quoi. C'est pas avec ça que tu Je vais vas donner un exemple. Tu te dis: «Je suis professionnel sur un jeu vidéo, je gagne 1 000 € par mois». Super, tu les déclares ces revenus? ouais. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait non. Oui, bah, déjà si tu les déclarais, tu divisais déjà par 2. OK, et même si c'était du net, ce n'est pas assez, hein. Ce n'a malheureusement, en Europe, 2019, tu ne vis pas avec 1 000 € net. Donc c'est pour ça qu'avoir un vrai projet d'entreprise professionnel, professionnalisant, c'est quelque chose qui doit s'étudier sur du moyen et long terme, et je pense que ça, c'est quelque chose qui se perd de vue, notamment dans le gaming. Je pense que ça se perd moins de vue dans d'autres secteurs, mais dans le gaming, parfois, la réalité, en fait, est beaucoup plus austère économiquement pour les participants. Heureusement qu'ils s'amusent, mais ça reste très dur. Ça reste très, très dur d'être un professionnel du gaming. Merci David pour cette, leçon de réalisme. C'est bien de remettre les pendules à l'heure aussi, pour toutes les personnes qui nous écoutent effectivement et qui ont cette dimension créative. Voilà. Je le dis parce que j'ai vu des gens pleurer, mais véritablement, hein. J'ai vu des gens pleurer, il y a eu des drames familiaux, j'ai vu des gens quitter leur activité professionnelle pour se lancer dans le gaming et perdre beaucoup de choses, et malgré mes recommandations. Je dis: «Écoute, c'est peut-être pas raisonnable, mais par passion, hein, comme dirait le chef, c'est la passion», et c'est pour ça qu'il faut pas perdre de vue, qu'une carrière, c'est quelque chose quand même qui se fait dans la durée. Elle est évolutive, on a l'occasion de faire plein de choses, mais il faut quand même l'imaginer de manière stable et solide, hein. C'est important. C'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, David, parce que, il y a un côté super intéressant chez toi et qui avec auquel j'ai beaucoup appris, à ton contact, puis ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Hem, c'est Tu as ce côté très créatif, parce que du coup, tu sais, ordonner des idées, chercher de nouvelles idées, les mettre en place, les exécuter, et en même temps, tu as ce côté très réaliste, très pragmatique, dû aussi à je pense à ton métier, à ton passif, là-dessus, et moi personnellement, j'ai beaucoup appris à ton contact là-dessus. J'ai compris beaucoup de choses, en t'écoutant parler, là-dessus. C'est sûr qu'on fait, je pense, quand on est assez jeune, on fait nos erreurs là-dessus, parce que même si, les autres nous donnent des conseils, bah, on fait: «Ouais, c'est cool», mais on a quand même envie de se planter nous-mêmes pour voir ce que ça fait quand même, quoi. C'est difficile à arrêter là-dessus, mais toujours est-il que c'est super intéressant parce que ça rentre exactement dans ce qu'on essaie de partager avec ce podcast Systémateur. C'est que la créativité, vivre de son art, de ce qu'on a envie de faire, et cetera, ah, c'est très bien, mais en face, il faut aussi être, réaliste, parce que ce qui va vous permettre de continuer sur le long terme, bah, c'est justement de valider si oui ou non vous en vivez, si oui ou non vous êtes tranquille, si oui ou non, Oui.
à la fin du mois, vous avez pas la petite goutte de sueur en mode, «Ah, je vais pas pouvoir continuer» et cetera. C'est ça qui est important. Disons que si on élève un petit peu le débat encore, si tu veux, quand je dis élever, c'est partir, encore un peu plus de légèreté, dans le sens, partir peut-être même sur des considérations de développement personnel, voire spirituel. Si tu lances un projet qui te vraiment que tu as à cœur et que malheureusement parce que tu n'avais pas l'expérience, tu n'avais pas les connaissances, tu y mets toute ton âme, tu es passionné, tu adores, tu vibres avec ça. Mais tu tu ne t'es pas organisé, ou en tout cas, tu n'as pas pu évaluer la réalité avec justesse. Tôt ou tard, tu vas être stoppé dans ton projet. Ça va être les factures qui vont s'accumuler, ça va être les huissiers qui vont s'accumuler, ça va être ta copine qui va te quitter parce qu'elle dit: «Mais écoute, chou, ça fait 3 ans qu'on ne met pas un cent de côté, on n'a même pas su acheter un chat», hein, et les chats, c'est important. Donc, à un moment donné, la réalité, on va presque dire froide, hein, nous rattrape et là, je te laisse imaginer ce qui se passe à l'intérieur des gens. Ça veut dire que non seulement, tu le vis comme un échec, tu dois arrêter ce qui te passionne et je pense que pour beaucoup de gens et en plus tu te dis: «Mince, j'ai rien accumulé, j'ai fait ça pendant 2, 3, 4 ans et en fait je me retrouve 4 ans plus tard, j'ai pas un sou en poche, j'ai pas de fonds de commerce non plus que j'ai pu revendre». Et je me dis: «Oh zut, qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Et donc psychologiquement, je pense que ça peut mettre des gens à genoux et les gens peuvent même partir sur des formes d'autodestruction, c'est-à-dire se dire: «Ah j'aurais pas dû. Oh là là, en fait, je suis un naze, j'avais pas les épaules pour». Alors qu'à la base, c'était quelque chose de vibrant, quelque chose de très positif, mais ça peut se terminer mal, si on ne se prépare pas à ça, si on ne n'en on n'est pas capable d'envisager, d'où l'importance notamment de se fixer des benchmarks, hein, une des choses très importantes quand on a un projet, d'ailleurs en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Belgique, quand vous vous installez et que vous créez une entreprise, vous devez fournir au notaire un plan financier sur 3 ans qu'on glisse dans les dossiers et si tu fais faillite dans les 3 premières années, ta responsabilité personnelle en tant qu'entrepreneur est engagée et en gros, on va dire: «Oui mais monsieur, est-ce que vous aviez donné les moyens suffisants à votre projet pour qu'il se développe?» Et donc c'est assez important parce que dans ces 3 premières années, en fait, tu vas devoir fixer, clairement sur papier un plan qui va te dire: «Regardez, regardez, oui, je sais payer mes factures. Oui, regardez, je sais payer les salaires. Regardez, voilà, le plan, il est très clair. On a des points de passage à tel et tels endroits et on peut les vérifier. C'est quantitatif, c'est, des benchmarks très clairs et c'est ça qu'on doit faire». Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on parle d'artistique, souvent on se dit: «Oui, mais l'artistique, il y a une partie d'impalpable et cetera». Oui, mais dans le tout projet économique, à un moment donné, il y a des deadlines et il y a des objectifs qui doivent être contrôlés et atteignables. Mais on doit pouvoir les contrôler, on doit pouvoir vérifier où on en est. On doit pouvoir se dire: «Oui, oui, je suis loin de l'objectif ou pas». Justement pour pouvoir, peut-être, récupérer encore, la situation si c'est possible. Oui, bah, alors du coup, c'est intéressant parce que, bah, je pense à toi, par exemple, Wesley, dans la musique, c'est super compliqué, par exemple, d'évaluer, financièrement, bah, qu'est-ce que je peux rapporter avec la musique si tu ne fais pas de prestations, par exemple, et que tu veux, par exemple, je sais pas, générer du revenu, via ta musique et cetera, faire des concerts ou je ne sais quoi. C'est souvent, je pense, une question à laquelle on est bloqué. C'est que je pense que pas mal de gens se disent: «Oui, mais j'aimerais bien faire ça, mais d'un, je sais pas trop comment faire, par quoi commencer et 2, comment est-ce que je peux l'évaluer? Parce que ça reste, flou. Moi-même, par exemple, je vends des cours en ligne et cetera. Bah, c'est quand même assez difficile d'évaluer combien tu peux en vendre et cetera quand tu es un petit peu heu, au début quoi, en quelque sorte, où tu as pas encore, suffisamment développé le projet, avancé dans le projet pour te dire: «OK, bah, je peux remplacer mon activité actuelle par ça, quoi». Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus, si tu en as? Il y a une question d'argent et je pense qu'il y a une question de temps. C'est un peu comme les gens qui vont se dire, voilà, je sais pas, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, je ne suis pas, je n'ai pas une vie de couple installée, voire je suis seul, j'ai pas d'enfant. OK, j'ai fini mes études, j'ai le diplôme dont j'avais besoin. Bon, je me donne 3 ans pour faire ça, par exemple et
c'est pas grave, entre guillemets, si dans 3 ans, je dois repartir sur autre chose. Et donc ça, c'est une forme de deadline que certaines personnes peuvent faire, c'est de se dire, voilà, au pire, j'aurais fait une parenthèse de 3 ans dans ma vie sur ce projet-là. Alors, certains vont dire: «Oui, mais si tu n'y arrives pas, on va dire sur ton CV: "Dites donc monsieur, il y a un trou de 3 ans sur votre CV"». Non, il n'y a pas un trou de 3 ans sur mon Ah oui, CV. ça, c'est des Pendant bêtises. 3 ans, j'ai développé tel projet. Voilà. Alors après, on est dans la francophonie européenne, si je puis dire ça comme ça, parce que je connais pas trop la francophonie au-delà, mais je sais qu'en France et en Belgique, ne pas réussir dans un projet égale tu es autocar. Donc il y a une méfiance, une stigmatisation extrême là-dessus, qui moi me semble complètement folle. Je pense que ça a tendance à changer quand même. Oui, mais Hem, mais lentement. mmh Je veux dire, mh. quand tu vas voir une banque et que tu dis ou tu vas voir un Ouais. employeur et tu dis: «Ouais, mais pendant 3 ans, j'ai voulu faire de la musique, monsieur», il va te regarder, il va dire: «Ouais, ouais, ouais, c'est bien, ouais, OK, bah, on vous rappellera, monsieur, hein». Parce qu'ils vont dire: «Ouais, mais ça, c'est encore un utopiste, il faisait de la musique, avec une C'est une rose façon de entre les présenter les dents». gens les choses, en fait, à mon avis et tu peux présenter les choses d'une très bonne façon et faire en sorte que ça passe et moi, je me suis toujours servi de ça pour avoir les emplois ou les boulots que j'ai eu par la Et suite. tout à fait et donc c'est très important de se dire: «Non, non, moi j'ai pas je suis pas parti en balade pendant 3 ans. J'ai eu une envie forte de développer un projet. Je l'ai développé et puis il y a la manière de lire. Donc voilà, l'ampleur du projet ne m'a pas permis d'atteindre mes objectifs financiers, mais j'en garde un très bon souvenir. Aujourd'hui, je préfère réorienter ma carrière de telle ou telle manière, notamment pour des raisons économiques. Et là, il y a aucune honte à présenter les choses comme ça. Et ça encore une fois, ça, c'est fortement lié ce regard que les gens portent sur eux-mêmes et aussi inévitablement au regard que la société porte sur les gens. Et donc, je pense qu'il faut pas avoir peur du point de vue CV, d'un point de vue carrière, d'oser faire des choses. Par contre, il faut certainement être plus prudent, je dirais, plus attentif à la manière dont on va le présenter en France ou en Belgique, que par exemple aux États-Unis où apparemment c'est beaucoup mieux perçu d'être entrepreneur, même en ayant fait faillite par exemple, hein. L'expérience est beaucoup plus valorisée. Donc moi je pense que c'est une manière dont on peut se fixer un objectif, c'est se dire, bon déjà j'ai un objectif en termes de temps. On peut se donner des objectifs en termes financiers, mais c'est pas toujours facilement évaluable. Par contre, on peut aussi se donner des objectifs qui sont liés au temps, c'est-à-dire un séquençage. Voilà, je vais me fixer des objectifs de développement de projet par tranche. Par tranche, en disant voilà, je veux m'installer. Manifestement, il y a plusieurs étapes. Hein, ben voilà, les étapes, je vais les séquencer de telle manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut benchmarker. Mmh. Très intéressant tout ça. Je pense que ça parlera beaucoup, aux gens qui nous écoutent. Hem, Sans transition du coup, le ton projet HSFR, s'est malheureusement arrêté. Oui, C'était en 2015 si je me trompe pas. oui. Pourquoi ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a fait que ça s'arrête? Est-ce que tu avais envie d'arrêter? Est-ce que ça s'est arrêté brutalement? Alors, moi, j'avais pas envie d'arrêter, mais ça s'est arrêté pour des raisons humaines. Et c'est pour ça que c'est une chose qui est vraie dans toutes les entreprises du monde, c'est que euh, quand on a des gens un minimum compétents avec nous, t'as pas besoin d'avoir nécessairement les meilleurs du monde avec toi. Juste des gens corrects. Tu peux, grosso modo, avec une équipe correcte, arriver à faire tourner n'importe quel business. Le problème, après, c'est la gestion des relations humaines et la gestion des humains. Et HSFR s'est arrêté parce que à un moment donné, entre les associés, il y a eu des divergences fortes, des divergences d'attitude et d'opinion assez fortes qui ont fait qu'à un moment donné, bah, certains ont demandé à arrêter le projet purement et simplement et ont mis le projet dans une situation où il n'y avait pas d'autre alternative que de le revendre à ce moment-là. Voilà. Donc c'est pour ça que le projet a été revendu. Il a été revendu en plus à un moment qui n'était pas spécialement opportun parce on aurait pu générer beaucoup plus de plus-value si tout simplement si on avait pris le temps d'organiser une vente, parce qu'organiser la vente d'une entreprise, ça s'étale sur 1 an ou 2, ça n'a pas été le cas. Donc pour répondre à ta question, non, ce n'était pas ce que je souhaitais, parce que je pense qu'on avait vraiment les moyens de bien gagner notre vie en étant full time sur le projet. Mais malheureusement, voilà,
ça, c'est quelque chose qui est très, très, très habituel. C'est la gestion des relations humaines et des relations entre les associés. C'est pour ça notamment que dans certaines grosses boîtes, ou même certaines moyennes boîtes, d'entrée de jeu, on a ce qu'on appelle des pactes d'actionnaires. Donc, on prévoit, et le jour où toi, tu veux arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Et si un des membres venait à disparaître, qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Et si quelqu'un est malade. Bref, tout ça est codifié. On va dire, oh, mais entre actionnaires, c'est un peu froid, entre potes, Oui, oui, mais il faut pas perdre de vue que beaucoup de gens vont changer quand il y aura des grosses questions d'argent en jeu. Beaucoup de gens vont changer quand il y aura des questions d'ego en jeu, d'image, de notoriété, la peur, l'incompréhension. C'est comme pour tout. Quand c'est la guerre, la plupart du temps, l'humain ne montre pas son meilleur visage. Donc, il vaut mieux préparer les moments tendus, les moments compliqués sur papier, où là, on n'aura qu'à se référer à ce qui a été écrit. Et généralement, ce qui a été pensé et écrit hors des périodes de crise est beaucoup plus sain. Et voilà. Très rationnel. Merci pour ça. Mais alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont tu m'as souvent parlé lorsqu'on se voyait. C'est un peu, j'ai l'impression, une sensation un peu de regret par rapport à ça, en mode, finalement, j'ai dépensé plusieurs années de ma vie pour ce projet-là, pour que ça finisse un peu. Bah, vous avez vendu, mais au final, vous n'avez pas véritablement obtenu enfin, l'équivalent de tout le travail que vous avez fourni là-dessus. Et tu m'avais dit, si je m'étais concentré sur ma boîte que j'ai actuellement, je serais déjà bien plus en place ou autre. Et ça m'amène à parler un peu du one focus. Est-ce que, selon toi, on doit absolument se focaliser sur un seul projet? Est-ce que c'est une erreur d'avoir plusieurs choses? Est-ce qu'au final, tu regrettes ou pas toute cette aventure? Alors, je vais répondre à ta question qui est super pertinente. En fait, ce que je regrette, c'est pas que le projet soit arrêté. Ce que je regrette, c'est d'avoir perdu une amitié au passage. Mmh. Hein. Donc, mettez pas le bruit des violons, mais voilà, Ouais, suite à la fin de, On voilà, peut le faire, hein, techniquement. techniquement, tu peux le faire. Non, non, mais j'ai perdu une amitié qui m'était très chère au passage, et c'est ça que je regrette. Et je regrette parce que je me suis dit après coup, j'étais tellement fatigué, ce qui va rejoindre le point numéro 2 de ta question. J'étais tellement fatigué, puisque j'avais des enfants en bas âge, et puis ma femme est tombée enceinte du troisième pendant HSFR. Donc, il faut savoir qu'HSFR, donc j'avais une semaine de travail complète, plus des cours du soir, plus entre 20 et 30 heures par semaine. Donc, j'étais vraiment sur les rotules, et je me suis dit, peut-être que je n'ai pas su comprendre mon associé dans ses peurs. Peut-être que je n'ai pas su le comprendre quand il n'était pas bien, peut-être que je ne l'ai pas entendu, peut-être que je ne l'ai pas vu. Et d'un autre côté, je me suis dit aussi, tu n'as pas toujours été aussi formel, donc dans le formalisme notamment, parce que quand on a créé la structure avec mon associé, je n'ai pas ressenti le besoin justement de m'occuper de packs d'associés, alors que pour mes clients dans mon entreprise, dans mon activité journalière, j'aurais dit à mes clients, prévoyez-le tout de suite. Et je ne l'ai pas fait pour moi. Et donc, c'est un peu ça les regrets. C'est que je me dis, tiens, j'aurais peut-être pu empêcher que ça se passe comme ça. Bon, après, je ne te cache pas que ça ne m'empêche pas d'endormir la nuit, parce qu'on peut toujours se poser ce genre de questions. Mais en tout cas, c'est vrai que ce que je regrette, par contre, c'est que mon amitié n'ait pas pu perdurer à la suite de l'arrêt d'HSFR. Par contre, j'ai quand même pu rentabiliser, donc j'avais fait un petit calcul. Globalement, j'ai bien gagné ma vie à l'époque d'HSFR. Hein, donc, économiquement, je ne le regrette pas, parce qu'on a quand même gagné notre vie. Maintenant, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu valoriser l'actif plus que cela. Ça, c'est certain. On aurait certainement pu le valoriser beaucoup, beaucoup plus si on s'était organisé. Donc, il n'y a pas de regret à ce niveau-là, et surtout que ça a été une expérience formidable dans ma vie. Par contre, ça dépend d'où on pose la question. Si je me pose la question à titre personnel, ça valait la peine. Si je pose la question au niveau des finances, oh ben, j'ai gagné ma vie, j'ai eu donc un excédent, un supplément de revenus. On ne peut pas dire que j'ai perdu mon temps non plus. Par contre, si on replace ça dans le contexte de mon entreprise principale, ah oui, alors là, parfois, on peut se dire effectivement, j'ai inévitablement pas consacré le temps que j'ai consacré à HSFR, je ne l'ai pas consacré à ma première activité. Donc, dans tous les cas de figure, on peut se dire, j'aurais pu aller plus loin dans mon activité principale. Et ça, c'est vrai que c'est parfois des réflexions que je me fais. Je me dis,
Si j'avais eu 2 ou 3 ans de développement en plus, ben aujourd'hui, j'aurais tel et tel moyen en plus et j'en ferais ça et ça. Et ces moyens-là, je ne les ai pas encore aujourd'hui, je les aurai dans 2, 3 ans. Hein, donc j'ai décalé mon cycle de développement un petit peu. Et d'où la grande question, est-ce qu'on peut faire plusieurs choses en parallèle? Et alors, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là ces derniers temps parce que, comme tu le sais, j'en fais beaucoup de choses en parallèle. Je suis même à un moment donné arrivé à la conclusion que c'était une erreur. Et beaucoup de gens disent que c'est une erreur. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessairement une erreur. Par contre, ça implique certaines qualités que moi-même, je n'ai pas encore acquises. C'est-à-dire que ça te demande une organisation incroyable avec ce qu'on peut appeler une discipline incroyable. C'est-à-dire qu'il faut des compartiments totalement étanches dans ta vie, puisque vie privée, vie professionnelle, on peut les cloisonner, enfin, on peut en faire la distinction, Ça reste la ce ne vie. sont jamais que des cloisons dans ta vie. Hmm. Et ça, c'est quelque chose de très complexe de se dire, le temps que j'ai consacré à un tel projet, eh bien, il est limité, c'est tel moment, quand je suis dans tel projet, je ne me fais perturber par rien d'autre, ce qui ouvre une foule de questions. Comment tu fais pour ne pas être perturbé par les autres activités? Et je ne dépasse pas le temps non plus et les ressources qui ont été imparties à ce projet. Et là aussi, c'est compliqué parfois de se dire, oui, mais allez, encore une demi-heure là-dessus, puis je finis mon rapport. Non, tu es en train de prendre sur l'autre projet. Et là, du coup, ça devient très complexe. Donc, je ne pense pas que ce soit impossible. Par contre, je pense que c'est très, 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 très compliqué à mettre en place et à tenir. Ok, merci pour tous ces conseils. Est-ce que tu as un dernier conseil à te donner? Un truc vraiment un peu universel qui permettrait à quelqu'un de créatif un peu d'avancer et d'être. Ouais, voilà, j'espère un conseil. Oui, oui, oui. Le conseil que je donnerais aux gens, c'est en réalité, c'est un double conseil. Je vais donner un conseil que mon oncle avait donné à mon frère quand mon frère avait 14-15 ans et qui voulait commencer tout doucement à, comment dire, à démarcher ces demoiselles. Il lui avait dit, tu sais, le secret, c'est d'être soi-même. Genre de phrase qui évidemment ne veut rien dire à un gamin de 14 ans dont le job est justement de ne pas être lui-même mais d'essayer de ressembler à ses potes. Hein. Ça s'appelle l'adolescence. Donc, quand tu dis à un adolescent de 14 ans, non mais sois toi-même, c'est dans ton charme personnel que tout va jouer, c'est un peu compliqué. Et en même temps, j'ai envie de dire la même chose. Soyez vous-même. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que c'est essayer d'identifier ce qui vous plaît. Soyez spontané et naturel dans la plupart des choses que vous faites parce que sinon vous ne serez pas bon, tout simplement. Et par contre, essayez d'identifier ce qui est votre spécificité. Quels sont vos points forts? Ça, c'est le premier point. En quoi est-ce que vous êtes intéressant pour les autres? Et ça m'amène au deuxième point, qui est de toujours essayer de valider ce qui marche chez vous dès lors que vous avez un développement de projet et donc une approche commerciale. Encore une fois, il faut remettre l'église au milieu du village. À un moment donné, vous allez devoir vendre quelque chose qui vient de chez vous. Vous allez vendre vos prestations intellectuelles, vous allez vendre votre originalité, votre créativité, votre joie de vivre, peu importe. Vous allez vendre quelque chose qui vient de chez vous. Et donc, si ça vient de chez vous, il faut que ça vienne vraiment de chez vous. C'était le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que si ça vient de chez vous, c'est bien, mais vous devez le vendre. Donc, vendez ce qui intéresse les autres. Essayez de savoir ce qui plaît aux autres chez vous. Merci pour ce précieux conseil. On va passer au truc de la semaine. Merci pour toutes ces infos, David. C'était très, très intéressant, très inspirant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Wesley. Ouais, je ne me suis pas endormi, hein, ça doit faire, je sais pas, 40 minutes que j'ai pas parlé. Mais je suis, enfin, voilà, j'aurais eu plein de questions à poser ou plutôt plein de choses sur lesquelles rebondir. David, merci vraiment du fond du cœur parce que j'ai l'impression quand tu développes tout ça, même si bah, voilà, toi, tu as lancé une web TV, moi, je suis dans la musique, que ça s'adresse à moi, quoi. Et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui entrevoient une carrière artistique ou dans la création de manière générale doivent aussi en tirer tous les bénéfices. Bah, écoute, ça fait plaisir d'entendre. Moi, je t'avoue que ce petit podcast, je le fais tout simplement comme
comme je le fais avec mes élèves en classe, comme je le fais avec mes enfants. C'est-à-dire je me dis: «Voilà les gars, moi j'ai pas appris grand-chose, j'ai 41 ans donc je suis vieux mais en même temps je suis encore jeune par rapport, hein, à des vieux sages». J'ai l'impression que je commence vaguement maintenant à avoir un tout petit peu d'expérience sur deux trois sujets qui me sont arrivés et c'est pour ça que je me dis: «Bah, si je peux partager avec les gens, que ça intéresse, les quelques petites choses que j'ai cru comprendre, bah, c'est avec grand plaisir». Vraiment, c'est avec grand plaisir et du coup, Seb, tu parlais de Truc de la semaine. Mais alors avant toute chose, truc de la il y a un truc, parce que, il y a toute une procédure pour le truc de la semaine, hein, c'est très, très, très religieux presque. aïe, Avant aïe, aïe. ça, donc on va demander un petit peu de faire la messe. La messe chez nous, c'est de nous mettre une évaluation, sur la plateforme de podcast que vous utilisez, une évaluation à 5 étoiles, pourquoi pas un petit commentaire, hein, si vous êtes un peu fou, pour nous dire un petit peu ce que vous pensez. Je vous rappelle que Systémator, c'est une expérimentation avant tout, donc si c'est une émission qui vous plaît, si vous avez envie de nous soutenir, c'est la meilleure chose à faire, c'est de nous mettre un avis et d'en parler autour de vous. On va passer au truc de la semaine, jingle. Alors Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'est un outil que j'utilise sur Instagram. Alors déjà, voilà, les personnes qui ne sont pas sur Instagram peut-être ne seront pas intéressées, mais celles qui sont sur Instagram, il y a une. Comment dire? Instagram nous empêche de faire des liens sortant d'Instagram, euh, hormis celui qui est autorisé dans le profil, dans la description. Donc, on a le droit à un seul lien, et ce qui peut être un petit peu embêtant lorsque on a envie d'envoyer les utilisateurs vers plusieurs choses, plusieurs plateformes. Moi qui fais de la musique, j'ai envie de les envoyer vers Spotify pour ceux qui utilisent Spotify, vers YouTube pour ceux qui préfèrent YouTube, et ainsi de suite. Et l'outil que j'ai trouvé, il s'appelle Linktree, Linkttree, comme un lien et un arbre. Et il permet justement de créer une espèce de landing page très simple sur laquelle on va avoir un certain nombre de boutons et chaque bouton va diriger vers la plateforme ou vers le site de notre choix. Donc ça permet vraiment de dispatcher comme ça les utilisateurs, les gens qui nous follow sur Instagram vers différentes plateformes. Et je l'utilise même d'ailleurs quand je partage ma musique, même par exemple sur, je sais pas, sur Facebook, sur Messenger, quelqu'un me dit ah, j'ai envie d'écouter ta musique, bah, je vais lui envoyer le lien Linktree. Comme ça, il va pouvoir décider où est-ce qu'il va me suivre ou regarder ma musique, ou enfin, écouter ma musique ou regarder mes clips. Donc si je résume en fait, donc en général sur Instagram, quand tu mets une nouvelle info, tu mets lien dans la bio. Donc tu as ta biographie sur Instagram, tu mets ton lien et en fait le lien reste le même, mais par contre tu vas pouvoir modifier ce que tu mets dessus, tu vas uniquement changer cette page, c'est ça? Exactement, exactement. Très Et je vais peut-être intéressant. changer d'ailleurs juste un bouton sur cette page, par exemple, télécharger gratuitement mon morceau, ce qui est le cas en ce moment. Bah, je vais peut-être avoir ça toujours sur ma page Linktree, mais ça va être mon site web que je vais mettre, ou ma landing page que je vais mettre en numéro 1, avec les autres éléments qui vont rester derrière, quoi. C'est un outil gratuit payant? C'est un outil gratuit. Il y a une version payante. Je sais plus ce que ça implique de plus. Je crois que tu peux personnaliser un peu plus ta page. Tu as aussi des statistiques. Ça peut être très intéressant, savoir quelles sont les personnes qui ont cliqué sur ton lien. Et ensuite, est-ce que ça a converti, où est-ce qu'elles sont allées. Et je crois que la version payante c'est 4 ou 5 dollars ou euros par mois. Voilà. Pour l'instant, je suis sur le gratuit. Mais c'est le genre de petits outils très pratiques qui, ça me fait rire parce que c'est le genre de plateformes qui se sont construites sur des plateformes qui elles-mêmes sont Ouais. nouvelles, tu vois? Ton Instagram du coup, on peut te retrouver sur quoi du coup Wesley? Wesley.joachim, tout simplement. OK, Et parfait. on Est-ce peut que mettre David, le tu as lien. un Instagram? Non, ma femme a Instagram. Ah, Moi, j'ai pas d'Instagram. d'accord, bah, qu'est-ce que tu attends pour en faire là? Tu pourrais y mettre, des photos de tableaux financiers, ça pourrait être très intéressant. C'est ça, des trucs super passionnants. Non, mais écoute, moi en général, comme je poste pas souvent, je poste sur Facebook, comme ça dort sur Facebook les gens qui veulent passer voir un petit peu ce que je raconte. Voilà. Ma femme est un peu plus Instagram. Elle utilise Instagram comme, comment dire, recherche d'inspiration en fait. D'accord, OK. Ouais, mais effectivement, Ouais. il y a plein d'utilités d'Instagram là-dessus. Donc Linktree, Linkttree, c'est ça? Exactement, Et exactement. vous pouvez retrouver de toute façon le lien de tous nos outils, sur le site systemator.tech, sur la page réservée
au podcast. David, tu ne déroges pas à la règle. Tu as prévu un truc de Oui. la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bah, mon truc de la semaine ici, bah, comme on parle quand même d'entrepreneuriat, on parle d'époque actuelle, de modernité. Enfin, on a parlé pas mal de choses assez dynamiques d'entrepreneuriat. Moi, je parlerai de l'application Coinbase, hein, pour ceux qui suivent un peu les cryptos. C'est une application sur laquelle je vais souvent voir un petit peu mes maigres économies que j'ai mis dans les cryptos. Plutôt Donc voilà, crypto-monnaie, je hein, sais pour pas si ceux qui. voilà, les crypto-monnaies effectivement, dont notamment le fameux Bitcoin dont tout le monde parle. Et pourquoi est-ce que c'est une application dont j'ai souhaité parler? Bah, pas nécessairement parce que j'ai des millions de dollars en Bitcoin, loin de là. J'ai mis un tout petit peu d'argent de poche. Mais par contre, je trouve que cette application, j'y vais souvent parce il y a énormément de mouvements forts sur le Bitcoin. Et ça devient même rigolo parce que tu fais des journées à plus 10%, des journées à moins 8%. Enfin, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant et je trouve que toutes les questions liées au Bitcoin et aux cryptos en général sont extrêmement intéressantes pour ceux qui suivent l'actualité et qui suivent les médias qui y sont liés. En fait, l'information sur les bitcoins sont données via des articles très courts la plupart du temps, qui sont générés toujours sur le web. Hein, donc, y a une mille et un sites qui donnent des avis, des fois purement de l'information, parfois de l'analyse. Il y en a plein. Et donc, tu te retrouves souvent à avoir des plateformes qui te renvoient vers, euh, qui synthétisent les différents articles en cours actuellement, qui te disent, voilà, à chaque seconde, il y a X articles qui traitent du sujet. Et donc, tu es noyé dans cette masse d'informations. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est qu'il y a tout un débat qui, j'ai l'impression, euh, nous montre ou va nous permettre en fait de percevoir un petit peu l'évolution de ce qui se passe et de ce qui se joue dans le monde. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont dire le Bitcoin c'est une arnaque pure et dure et voilà pourquoi. Ça n'a pas de réalité, c'est un instrument uniquement financier pour faire du fric à court terme, entre guillemets, toujours au détriment de certaines personnes. D'autres personnes qui vont te dire non, 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 en fait, le Bitcoin, il est lié à une technologie qui est super, mais le Bitcoin lui-même a aussi de l'avenir parce que le Bitcoin va devenir une alternative au système en place. Et d'autres personnes qui te vendent carrément des promesses de gains à moyen terme totalement exorbitantes, hein, des trucs complètement délirants. Et donc, tu y retrouves un petit peu différents sons de cloche qui sont un petit peu ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est la catastrophe demain. Oh mon Dieu, le monde n'est qu'une arnaque. Oh mon Dieu, on va tous devenir riches facilement, il suffit de cliquer là-dessus. Et il y a entre les deux, il y a toutes ces manipulations en termes de communication qui sont croustillantes. Il faut vraiment voir ça. Hein. Je ne sais pas notamment si tu te souviens que McAfee, donc le patron de la boîte de logiciel hein, McAfee que tu connais sans doute, hein, l'antivirus, bah, par exemple, il n'a pas eu peur d'écrire en termes d'influence et de communication à la Trump, entre guillemets. Bah, il a écrit noir sur blanc qu'il allait manger ses testiboules si le Bitcoin n'était pas à 100 000 dollars l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Et le mec, il écrit ça sur Twitter. Donc, tu vois, il y a une forme de communication extrême également à ce niveau-là. Et il y a en fond, il y a tout le débat. Il y a tout le débat sur les alternatives au modèle établi, au modèle bancaire, à la mainmise sur l'information, à la mainmise du système bancaire, voire même pour certains au mode de vie, à l'ordre mondial, comme on dit. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très intéressant de suivre ça. On verra si le Bitcoin effectivement était quelque chose, et la blockchain était quelque chose effectivement de bon, mais qui sera peut-être tué par le méchant système en place. Ou on verra si ça va s'éteindre de lui-même parce qu'en fait, c'était pas viable. Ou au contraire, si ceux qui ont investi vont devenir riches. En tout cas, je trouve ça passionnant et c'est pour ça que je passe quelques secondes par jour, non pas comme un vil capitaliste, mais parce que je reste un peu dans je t'avoue, je reste un peu dans cette hype, pas financière, mais dans cette hype informative. Il se passe tellement de choses et c'est très intéressant. Voilà, c'était mon petit clin d'œil de la semaine. Super. Alors, du coup, c'est Coinbase, l'outil. Et effectivement, je suis assez d'accord, c'est très représentatif, en fait,
du monde de manière générale, puisque, OK, déjà, on a le côté émotionnel avec l'argent, puisque tu vois quand tu as gagné ou tu vois quand tu as perdu, ça te procure déjà des émotions. Si tu n'arrives pas à t'en détacher, c'est un peu compliqué là-dessus. Donc, tu as ce premier point. Mais la deuxième lecture, effectivement, c'est ça, c'est que les gens qui étaient à la base, parce que le Bitcoin, ça vient du dark web quand même. Les gens qui étaient à la base pro-Bitcoin, ils plaidaient à un monde où, en gros, le dollar ne serait plus la monnaie d'échange mondiale, où on serait débarrassé un peu du système de banque, où voilà, les gens auraient un contrôle et une traçabilité sur l'argent. Et au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes financiers qui se servent de Bitcoin pour faire de l'argent, pour faire des placements, etc. Et puis, tu as aussi des vraies grosses questions qui se posent. Je ne sais pas si tu as vu, mais Facebook, par exemple, commence apparemment à travailler sur sa propre crypto-monnaie. Et on pourrait se dire, le jour où ça sort, c'est incroyable. C'est-à-dire que le jour où tu peux acheter des choses en Bitcoin ou une nouvelle monnaie sur Facebook ou sur Amazon, qui sont des entreprises gigantesques dans le monde entier. Mais Mais on y est, ouais, hein, mais on y est puisque, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a la question justement Amazon a annoncé il y a déjà quelques années que, philosophiquement, ils ne voulaient plus de banques dans le monde. Donc Amazon dit: «Non, non, non, les gens n'ont pas besoin de banques, on va développer nos propres services financiers» entre guillemets, on n'a pas besoin de banques ouais, et quand tu sais que PayPal est dans le coup, Amazon est dans le coup, Facebook est dans le coup des cryptos et que tu peux acheter une maison en Espagne uniquement en crypto si ma mémoire est bonne, heu, ouais, ça peut commencer un petit peu à déranger. clair. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que pour le moment, et à moins que j'ai loupé quelque chose, tes cryptos, tu les achètes en envoyant de l'argent depuis une banque Oui, tu peux être vers une autre vers une plateforme. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, tu arrives pas enfin, je veux dire, tu arrives pas à convertir, quelque chose en bitcoin sans passer par une banque. Donc, il y a là aussi, philosophiquement, il y a encore une réflexion qui est magnifique, c'est que finalement, le bitcoin ne peut exister que parce que les banques existent. S'il y a pas de fiat, donc de monnaie, traditionnelle derrière, bah, tu sais pas acheter de bitcoin et ça intéresse personne de les acheter parce que quelque part, pour le moment, toute la spéculation a lieu parce que le bitcoin vaut quelque chose en euros ou en dollars. Ouais, Tu vois ce que totalement, je veux totalement. dire? C'est pas une monnaie qui peut vivre d'elle-même. Mais Bah, c'est pas pour super l'instant. intéressant en tout cas comme Voilà. débat, on pourra en parler pendant longtemps. Je sais qu'il y a aussi le gouvernement américain qui commence vraiment à se pencher sur la question et qui commence à vraiment à contrôler ce que veut faire Facebook par rapport à ça, parce que je pense qu'il commence à flipper. D'ailleurs, il y avait des grosses questions sur Facebook, enfin, on va pas faire le débat ici, mais est-ce qu'il faut splitter l'entreprise? Est-ce que finalement on n'a pas un monopole gigantesque en ayant WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook et en plus avec, système de réseau social et cetera. Enfin, c'est des grosses questions. Je sais pas, Wesley, qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu de tout ça? Est-ce que c'est un truc qui te fait peur? Est-ce que c'est un truc auquel tu suis ou avec intérêt ou pas? Pas spécialement, c'est vrai que c'est ce genre de questions, je me les pose moins, mais je globalement, je valide ce que vous avez, partagé. C'est-à-dire qu'on arrive à une ère où enfin, c'est les choses changent très, très vite. En fait, si, j'ai quand même un point de vue là-dessus. Pas forcément sur, les crypto-monnaies et Facebook, mais hem, je fais toujours de la rédaction web et mon client principal, c'est un blog justement sur la smart city, c'est-à-dire la ville de demain. Et là, justement, le prochain article que je vais préparer, ce sera sur, une smart city qui est développée par, Alphabet, le groupe de Google, Mmh. à Toronto. Donc je peux pas vous en dire plus, il faut que j'aille me renseigner. Mais c'est vrai que quand j'écris, des articles sur, les véhicules autonomes ou sur, les nouvelles manières de cohabiter, par exemple, c'est fascinant de se dire, la cou la le l'inflexion de la courbe, elle est, ouais, elle est exponentielle. Enfin, en 2050, ou même en 2025 ou 30, on n'a aucune idée de comment on fera des interviews, quoi. C'est ça, par hologramme. Ouais, On sera sur la table, tu vois, il y a un petit truc à la Star Wars, ça serait un peu stylé, c'est quoi. Ouais, ça serait cool Ouais, ça. ouais, ouais. Moi, vous savez ce que j'attends comme technologie, les gars? Excusez-moi, là, voilà, je perds le contrôle, là. Vous savez ce que je veux, moi? Moi, je veux mes lunettes normales, tu vois, mes lunettes, mais mes lunettes normales à réalité, améliorée façon les scooters dans Dragon Ball, tu vois? Et genre, tu es là tu sur tes lunettes et puis en fait, bah, ton GPS, il est directement dans le verre de tes lunettes. Tu as une petite flèche Ouais. transparente, tu cherches ton gosse, tu as un truc, il fait: «Ouais, ton gosse, il est là à 12 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ce serait tellement cool, quoi, tellement Il cool. y avait ce jeu là, Heavy Rain sur, PlayStation.
où en gros, tu as un espèce d'agent du FBI qui fait toutes ses recherches et donc avec, une espèce d'ordinateur intégré dans des lunettes, donc tu le vois avec, du touch, il bouge les écrans et cetera et en fait, ce qui est encore plus cool, c'est que donc tu le vois, il est à son bureau dans un espèce vraiment bureau miteux avec des toiles d'araignée au plafond et tout. Il met ses lunettes et le gars peut choisir l'environnement où il se trouve. Donc par exemple, il va dire, «Allez hop, je vais être sur Mars» ou «Allez hop, je vais être, Ouais, c'est voilà, je ça. vais être, au bord de la plage et tout». Mais il a quand même son bureau encore en face de lui, donc tu vois, il peut travailler et tout, c'est juste l'environnement autour de lui qui change et je me dis le jour où on est C'est ça. là-dedans, c'est incroyable, quoi. C'est dingue. Ah mais moi j'espère que je vais connaître ça quoi. J'espère que je vais connaître ça vraiment. Tu sais, genre tu as tes lunettes, tu marches dans la rue, puis tu as quelqu'un qui t'appelle et puis, sur un petit bout de ton écran, bah, tu vois la tronche de la personne et il y a un moyen, j'imagine, en optique de faire comme si la personne était devant toi. Ouais, Enfin, ouais. ah j'attends ça avec Mais il y impatience. avait les Google Glasses là qui étaient sortis, enfin qu'ils avaient sur lesquels ils avaient travaillé, mais il y a longtemps déjà et qui avaient finalement été abandonnés, je crois, pour des raisons de sécurité, mais c'est vrai que, ouais, ça peut être intéressant à voir ce qui va se passer, d'ici Les là. lunettes du turfu. Mmh. Alors, pour moi, un truc de la semaine, du coup, je vous recommande une application que j'adore qui s'appelle Brain.fm. En gros, c'est une application où, en gros, on va avoir de la musique un peu particulière, un peu psychédélique. C'est une musique qui a été faite, réalisée par des scientifiques. Et le principe, c'est que on va avoir plusieurs modes. Donc, on va avoir par exemple un mode de focus. Et l'idée, c'est que la musique qui va passer dans votre casque a vraiment un but de vous aider à vous concentrer et à créer votre bulle. Donc c'est des musiques où il y a pas de paroles, avec plein de sons un petit peu, vous savez les sons un petit peu qu'on a dans certaines méditations et d'ailleurs il y a un mode pour méditer, il y a un mode pour faire des siestes, pour recharger les batteries et cetera et même un mode pour la nuit. Donc en gros, ils vont te passer des musiques, la nuit et tout ça et il y a vraiment plein de types de playlists possibles et justement c'est une musique un peu type, méditative, mais il y a également, des musiques, enfin des bruits de la nature, par exemple comme si on était dehors, qu'on entendait le vent, la pluie et cetera, l'orage. Voilà, il y a pas mal de gens à qui ça aide là-dessus et moi j'utilise beaucoup son mode de focus quand je travaille et que je mets cette application. Ça me permet déjà d'éliminer tous les bruits que j'ai autour, de bosser avec de la musique, mais pas avec des paroles puisque, bah, ça a tendance à me déconcentrer là-dessus et c'est une application que j'aime beaucoup. Vous pouvez l'essayer gratuitement, je crois que vous avez 5 sessions d'essai, gratuites. Après, je crois que l'outil coûte 60 € par an, donc c'est pas non plus excessif par rapport à ce que ça m'apporte personnellement. C'est-à-dire que, hem, ouais, j'ai vraiment des bonnes sessions de travail. Quand mon chat miaule à la porte et gratte partout, bah, je l'entends pas, donc c'est parfait, j'ai pas besoin de me déconcentrer par rapport à ce que je fais. Donc c'est une application que j'utilise, ouais, depuis plus d'un an et demi et que je vous recommande vraiment. Ça s'appelle Brain.fm et voilà, bah, le meilleur truc que vous puissiez faire, c'est aller l'essayer directement. Je sais pas si des outils que vous avez déjà utilisés ou qui vous intéressent? Possible. Brain FM, j'en ai entendu parler, il y a déjà un moment, je savais pas qu'il y avait des sessions d'essai, donc ça me donne envie de tester. Ouais. Mais après, sur Spotify, il y a des playlists, c'est peut-être pas aussi scientifique, mais on peut trouver tellement de choses sur Spotify. Moi, je suis un Ouais. grand fan et advocate de Spotify, y compris, les sons de la nature, y compris, effectivement toutes ces ondes un peu, je sais pas comment ça s'appelle, binaurales ou toutes Mmh. ces ondes, pour le focus ou pour la détente ou autre. Mais justement, moi, avant de le payer, j'ai testé un petit peu ça et c'est vrai que je trouve, alors ça a peut-être changé, mais j'arrive pas à trouver un équivalent réel à Brain FM, quoi. C'est pas grave. J'en ai vraiment essayé plein de façons Mmh. différentes, plein d'outils différents. J'ai regardé, écouté plein de musique sur Spotify de ce type-là. Et ouais, Brain FM, ils ont vraiment poussé le truc à fond là-dessus, puisqu'ils ne font que ça. Et voilà. David, toi, je sais pas quel est ton avis là-dessus? Moi j'y crois beaucoup parce qu'en fait j'avais un maître de stage quand au temps jadis naguère quand j'étais jeune, qui, mettait à certains moments de la musique classique. Il me disait: «Quand on a besoin de se concentrer, mettez un fond de musique classique». Il me disait: «Tu vas voir, tu vas te détendre et au bout de quelques minutes, tu vas être bien dans ton travail». Et j'avais déjà remarqué que c'était vrai et je faisais ça de temps en temps au bureau. Étant donné que moi je passe les 3/4 de ma journée au téléphone, j'ai presque dû arrêter. Par contre, il y a une application de ce type dans les arts martiaux, puisque j'ai pratiqué aussi les arts martiaux pendant des années et des années. En fait, à un moment donné, notre sensei, on est arrivé le mercredi, mercredi c'était combat, donc c'était 1 heure et demie de combat, que du combat. Donc t'as pas envie de combattre, tu viens pas. Et par contre, tu as envie de faire du combat, bah tu viens, tu mets les gants et tu combats avec n'importe qui. Donc des fois on était 20, des fois on était 50. Parce que c'était un gros dojo, hein, c'était vraiment un très gros dojo.
Et en fait, il en est arrivé à la conclusion qu'il devait mettre des musiques très rythmées, donc des musiques un peu à la Rocky 4. Tu vois, vraiment Rocky 3, Rocky 4. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que ça induisait vraiment un rythme dans le combat, dans le travail que les gens faisaient, et que sans musique, voilà, les gens faisaient quelques passes, hein, comme on dirait peut-être en escrime, et puis oh bien joué, nanana, et puis oh oui c'est pas mal ce que tu viens de faire, et ça papote. Tandis que quand il y avait un rythme, donc c'était de la musique très musique techno essentiellement, hein, techno, électro, des choses comme ça, il y avait vraiment un certain rythme, pas de paroles ou peu de paroles, musique très rythmée, eh bien on voyait qu'effectivement ça avait un impact très très clair sur le dynamisme des gens. Donc cet impact des sons sur le type d'action à réaliser, moi je crois que c'est certainement vrai, effectivement. Euh, je crois que c'est particulièrement vrai. Est-ce qu'il n'y a pas notamment une forme de torture par son Si, blanc il ou y a un des truc choses comme comme ça? ça. C'est-à-dire Mais d'ailleurs, les supermarchés ouais, hein. utilisent beaucoup ça et je pense qu'on finira là-dessus parce que ça fait déjà l'épisode est un peu long. Mais en gros, les supermarchés utilisent beaucoup ça. C'est-à-dire qu'en gros, les moments où il y a beaucoup de monde, ils vont vraiment balancer de la musique très énergétique, très dynamique pour vous inciter à consommer plus, à être plus dans comment dire, des pulsions d'achat. Là-dessus parce que entre le monde, les gens qui courent partout, les enfants qui pleurent ou autre et la musique en plus derrière en fond, vous êtes vraiment dans un espèce d'état où, en théorie, vous consommez plus. Donc voilà, c'est une sorte de torture. C'est en tout cas une torture pour le porte-monnaie. Et mais moi, j'avais entendu dire que justement, on mettait parfois simplement dans les oreilles de quelqu'un, donc un certain son blanc qui annule, enfin, je crois qu'on appelle ça son blanc, un truc qui annule toute forme de bruit. Donc en fait, c'est une fréquence qui fait que tu n'entends plus rien. Et apparemment, pour un être humain, ne plus rien entendre du tout au bout d'un certain temps, ça devient atroce en Oui, fait. on terminera là-dessus effectivement, mais David, j'ai fait l'expérience, chez un pote, qui a un studio très, très bien insonorisé et ils ont une cabine dans le studio, où, effectivement, quand tu enfin, à l'intérieur de laquelle tu t'enfermes et lorsque tu y es, on est très proche de ce alors c'est pas le bruit blanc, parce que le bruit blanc, c'est vraiment ce «ch» comme ça, mais effectivement je sais pas quel nom ça porte, cette espèce de «point zéro» entre guillemets du son. On entend, c'est nos organes, quoi. On entend nos organes et effectivement, je crois qu'il y a une expérience qui a été menée et la personne est pas restée plus de, je sais plus, quelques dizaines de minutes parce que ça devenait, atroce. C'est comme si on était Ah je sais pas oui. si ça ferait le même bruit dans l'espace ou mais c'est, complètement insonorisé, quoi. Vraiment aucun son. Et bien sur ce, merci pour vos recommandations. Donc Brain.fm, Linktree et Coinbase. Merci David, vraiment, pour cet épisode. C'est très intéressant. J'espère que Mais merci à vous les gars, c'était vraiment super plaisant de se faire ce petit podcast en dilettante. Je crois qu'on a doublé le timing prévu, mais c'est pas grave, tu le savais de toute oui, façon. je m'en Hein. doutais. Mais du coup, voilà, merci à vous. Si ça vous a plu, vraiment, mettez-nous un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Parlez-en autour de vous, mettez-nous des commentaires. Ça nous aiderait énormément. Et puis, eh ben, nous, on se dit à lundi. David, peut-être à une prochaine fois. Où est-ce qu'on peut te Ah, retrouver? avec plaisir. Où on peut me retrouver? Ah bien, essentiellement en live les lundis soirs de 20h à 22h sur la Spark TV où je stream du MTGA, mais du Magic the Gathering Online, la version online, ou sur ma chaîne YouTube. Justement, ce que je vais bien relancer ici, il y a deux, trois petites choses dans les cartons. David, facile à retrouver. Voilà, ça parle de gaming, mais pas que, ça parle de manga, ça parle de plein de trucs. Voilà, c'est là que vous pouvez me Voilà, trouver. bah merci, merci beaucoup David. Et donc c'est parfait parce que le lundi matin, vous avez Systemator qui sort et le lundi soir, vous avez David qui stream sur sa web TV, sa nouvelle web TV. Euh, donc voilà, parfait, tout est bien qui finit bien. Merci à vous, merci Wesley et à très bientôt. Merci, ciao, ciao. À bientôt!